Oman, monarchie indépendante depuis 1744, est dirigée par un sultan. Avec ses 3 millions d'habitants, le pétrole en a fait un pays prospère et moderne, qui n'a pas pour autant oublié ses coutumes ancestrales. Ce vaste pays est longtemps resté mystérieux, dévoilant peu à peu un peuple chaleureux. De désert en lagune, de plages désertes en montagne, il offre un vaste choix de paysages à la découverte desquels nous allons partir. Pays arabe le plus oriental, le sultanat d'Oman occupe une position stratégique. En effet, sa large façade maritime face à l'Iran en a fait une porte d'entrée de la péninsule arabique et un carrefour de toutes les routes commerciales entre la mer Rouge, le golfe Persique et l'océan Indien. Aujourd'hui, la capitale, Mascate, est bien loin du petit port qu'elle a longtemps été. Cette ville, l'une des plus anciennes du Moyen-Orient, compte aujourd'hui plus de 1,3 million d'habitants. La grande mosquée du sultan Qaboos, située à l'ouest de Mascate, près de Baouchar, est la principale d'Oman. Financée et commanditée par le sultan Qaboos ibn Saïd, elle a été commencée en 1995 et inaugurée en mai 2001. Sa démesure est à la hauteur des investissements consentis. Son lustre est le plus grand du monde, avec un diamètre de 8 mètres et une hauteur de 14 mètres. Il pèse 8 tonnes et doit son éclat aux 1122 ampoules qui le constituent, le tout serti d'or. Les vitraux ont été réalisés selon la technique traditionnelle, c'est-à-dire avec des verres antiques, un sertissage au plomb, des motifs gravés et peints, puis cuits au four pour vitrification. Le tapis persan de la grande salle de prière est exceptionnel à de nombreux égards. Il mesure 70 mètres sur 60 et pèse 21 tonnes. Les fils de laine et de coton sont déclinés en 28 couleurs, dont la plupart ont été obtenues à partir de teintures végétales. Pour réaliser 1,7 milliard de nœuds, 600 tisserandes de la province iranienne de Khorasan ont travaillé pendant 4 ans. Voici le vieux Mascate, blotti dans un renfoncement de la côte depuis que les Portugais décidèrent en 1507 d'en faire leur base navale. Coincé entre deux forts, le centre historique ne s'étend que sur 3 km. Ces grandes maisons blanches étaient autrefois le siège des ambassades qui ont depuis migré vers des quartiers plus modernes. Le Al Alam Palace semble sorti d'un conte des Mille et une nuits, avec ses dominantes bleues et dorées. Autrefois résidence du sultan, il ne sert plus aujourd'hui qu'aux réceptions ou aux cérémonies. Face à l'imposant yacht du sultan, la corniche de Moutra abrite un des souks les plus vivants d'Arabie. Les allées sont imprégnées des parfums d'encens et de bois de santal. L'encens est naturel. Il est extrait d'un arbre qui pousse dans le sud du pays. Certaines échoppes regorgent de pierres précieuses, évoquant la caverne d'Ali Baba.
Compte tenu de la chaleur, le code vestimentaire en matière de chaussures est très simple. Des sandales confortables, souvent en cuir. La tenue traditionnelle est composée d'une dige d'acha, une longue tunique qui couvre le corps jusqu'aux pieds. Les hommes portent le kouma, un chapeau rond brodé dont ils choisissent l'étoffe et le diamètre avec soin. Les produits bon marché venus d'Asie qui ont envahi les souks n'ont rien à voir avec un vrai kouma à la confection raffinée et minutieuse. On sélectionne d'abord le bandeau qui entoure la tête, puis le chapelier coudra le haut en fonction des motifs choisis. Plusieurs ruelles du souk sont le domaine des marchands d'or et d'argent. Les bijoux se vendent ici au poids. On vient pour personnaliser des colliers, des boucles d'oreilles ou des pendentifs. Les mélanges sont parfois surprenants, notamment quand de la pacotille vient rehausser une fibule en or. De l'autre côté de la corniche, les bateaux rentrent de la pêche en fin de matinée. Tous les pêcheurs possèdent de belles barques solides et bien motorisées, largement subventionnées par le sultanat. Partis après la prière du matin, ils rentrent avant les grosses chaleurs, une fois remontés leur ligne ou leur filet. Comme partout ailleurs, les grands navires industriels ont appauvri la ressource et les volumes sont en baisse. Les poissons qui n'auront pas été achetés par les grossistes vont directement au marché, à une 50aine de mètres de là. Tout se discute et se marchande. Dans le village voisin de Sidab, des femmes de pêcheurs ont créé l'association Women's Seeing Group. Mouna Al-Zadagli gère le lieu créé en 2004 par Badriya Al-Siyab et Souros, une Australienne. Nous ne faisons pas cette activité pour l'argent. C'est surtout un moyen de sortir de chez soi, de se retrouver entre nous et d'utiliser les compétences de chacune. Bien sûr, en mettant nos produits en vente, cela nous permet aussi d'obtenir un revenu supplémentaire dans le foyer. À la fin des années 70, Mascate se développait avec une architecture plutôt ostentatoire. Aujourd'hui, même si on ne recule pas devant les projets pharaoniques, plusieurs édifices sont particulièrement réussis, comme l'Opéra,
entièrement financée par le sultan. En s'éloignant de la côte vers l'est, sur la route du massif du Hajar, on trouve un des premiers forts, celui de Nakal. Il fait partie des quelques 500 forts qui parsèment les régions montagneuses. Ils existaient bien avant l'arrivée de l'islam, la topographie du pays permettant de développer un système de défense efficace grâce à ses sentinelles de pierre. Les forts d'Oman ont été largement influencés par l'architecture portugaise et perse. De nombreux points communs se retrouvent dans ces bâtiments. Les puits, vitaux en cas de siège, de beaux appartements privés pour le wali, le chef, un donjon avec des meurtrières pratiquées au-dessus des portes pour verser de l'huile, de l'eau bouillante ou du miel sur les assaillants. En poursuivant la route vers le Hajar, le visiteur est surpris par l'importance du massif montagneux, tant l'image des pays du Golfe Persique est faite de désert et de sable. Alternance de palmeraies et de villages parfois abandonnés comme celui de Nakar, la région regorge de sources irriguant quelques champs dans cet univers minéral. Le plateau de Jabal Shams s'ouvre à près de 2000 mètres d'altitude sur le canyon spectaculaire de Wadi Nakar, étonnant exemple d'érosion. Le sommet le plus élevé de cette région culmine à 3000 mètres. Jabal Shams signifie « la montagne du soleil » en raison de la beauté de ses couchers de soleil. Un des fondements de la vie dans ces régions où la température dépasse fréquemment les 40 degrés l'été est l'exploitation intelligente des sources par un système ingénieux d'irrigation, les phallages. Les dattes sont une des principales ressources de la palmeraie d'Amra al-Abriyin. On les récolte dans les premières heures de la matinée. Avec 270 000 tonnes par an, Oman est le 8e producteur mondial, loin devant la Tunisie et le Maroc. Cette culture est une activité lucrative. Une bonne partie de la production est exportée vers l'Inde, le sud de l'Iran et les pays du Golfe. Ce sont des fruits particulièrement fragiles qui exigent le plus souvent d'être séchés avant d'être transportés. Les dattes passeront environ 4 jours en plein soleil avant d'être conditionnées. Après les premiers travaux, c'est l'heure du petit déjeuner traditionnel à base de galettes. C'est du pain omanais. Je mélange de la farine avec de l'eau et du sel et je le fais cuire ensuite sur la plaque. Dans la casserole,
des haricots secs cuisent qui viendront compléter le repas. Haloubi. Ce sont des haricots secs que l'on fait cuire dans de l'eau avec des oignons, du sel, du poivre et du piment. Certaines de ces maisons en terre ont plus de 400 ans. Elles ont en général 2 étages avec des poutres de palmier et des murs en terre mélangés avec de la paille. La préservation de ce patrimoine historique n'est pas évidente. Le savoir-faire s'est peu à peu perdu et le sultanat a fait appel à des artisans marocains pour rénover certaines maisons emblématiques. Un peu à l'écart, c'est l'effervescence chez la famille Safar. Nous sommes en octobre, à quelques jours de la fête de l'Aïd. Ici, on fabrique de la halva, un dessert traditionnel à base de sucre, d'amandes ou de noix, de farine de maïs et de beurre fondu. La chaleur est étouffante, mais la famille va travailler sans arrêt pendant les 4 prochains jours pour pouvoir honorer toutes les commandes. C'est délicieux, c'est onctueux, il y a des fruits secs dedans et c'est sucré. En quittant Hamra, on emprunte une route qui serpente vers les hauteurs. À 1000 mètres d'altitude, le village de Misfa est solidement ancré dans la roche. En bas du village, des dattiers occupent le terrain. Au-dessus, les maisons profitent de la fraîcheur relative de l'altitude et des sources qui alimentent les phallages, les petits canaux d'irrigation qui serpentent tout autour. L'eau provient de nombreuses sources en amont dans la montagne. En reprenant la route vers le sud dans la vallée, le château de Jabrine est une forteresse incontournable. Il s'agit d'un palais résidentiel fortifié du XVIIe siècle, qui a fait l'objet de travaux de restauration de grande ampleur au début des années 1980. Les hautes salles voûtées et leurs arcades de style moghol témoignent d'un décor autrefois somptueux. Arabesques, motifs ornementaux et versets du Coran, tout a été travaillé avec une extrême finesse. L'édifice de 3 étages, dont plusieurs murs sont peints de motifs astrologiques, a servi de résidence aux imams venus d'Iran. Nous sommes un peu plus au sud, à Nizwa, la capitale du pays au VIe et VIIe siècle. Il est 7 h du matin, c'est le dernier jour de marché avant l'Aïd, la fête du sacrifice, un mois après la fin du Ramadan. C'est le jour le plus important de l'année pour tous les éleveurs de la région. Les bêtes tournent autour des notables et des marchands, tandis que les propriétaires tentent de faire monter les enchères. Un acheteur potentiel demande le prix de la bête au passage du vendeur et attend parfois plusieurs tours avant d'entamer une négociation toujours très rapide.
Tout autour du fort de Nizwa, les artisans redoublent d'activité. Le fusil reste un symbole fort et se doit d'être finement décoré. Sulman, l'artisan, achète en gros l'argent qui provient de Zohar sur la route de Dubaï. Avec le fusil, le poignard courbe, le khanjar, est aussi un accessoire important qui peut aller du simple modèle au chef-d'œuvre finement décoré. Le fort de Nizwa est l'un des plus impressionnants du pays. Les bases du bâtiment actuel datent du milieu du XVIIe siècle. Sa construction dura une douzaine d'années et il fut régulièrement rénové et transformé. La tour est d'une taille monumentale, 30 mètres de haut pour 36 mètres de diamètre. La plateforme pouvait accueillir 23 canons couvrant 360 degrés. Le réseau de falage de Nizwa est un des plus spectaculaires du pays, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Les canaux courent sur 8 km, avec une eau qui provient d'une source logée à 17 mètres sous terre. Le falage permet d'irriguer près de 170 hectares. En quittant Nizwa vers les hauteurs du plateau de Al-Fayadiyya, un véritable havre de fraîcheur à 2200 mètres d'altitude, on peut apercevoir plusieurs villages à flanc de montagne pratiquant la culture en étage. À Wadi Bani Habib, nous sommes au cœur de la culture de la grenade. En ce mois d'octobre, Salam Al-Fadi récolte les derniers fruits. On commence la cueillette à partir du 15 septembre et elle dure environ 45 jours.
L'arbre a une durée de vie d'environ 50 ans. Ensuite, il donne beaucoup moins de fruits. Alors il faut le remplacer. Nous voici redescendus plus à l'est, à Ibra, aux portes du désert et des populations bédouines. En cette veille de l'Aïd, c'est le marché aux chèvres et aux moutons qui attire les visiteurs. Celui-ci étant beaucoup plus exigu que celui de Nizwa, les acheteurs sont installés très près des bêtes pour pouvoir les arrêter et vérifier au toucher qu'elles correspondent bien à ce qu'ils recherchent. Les femmes bédouines, qui portent une burqa le plus souvent noire, participent activement aux ventes. Les hommes arborent aussi volontiers une petite canne qui servait autrefois de cravache pour les dromadaires. Là encore, à la veille des fêtes, les artisans font de bonnes affaires. C'est aussi une période où l'on prend de copieux repas en famille, sans oublier les fruits secs que l'on grignote à longueur de journée. Le désert occupe 70% de la surface d'Oman. Ici, autour des dunes de Sharqiya, ce ne sont que les prémices d'un des déserts les plus brûlants de la planète. Si depuis quelques années les Bédouins se sont sédentarisés à proximité des écoles et des dispensaires, ils continuent à vivre dans le désert en élevant chèvres et dromadaires. À Al-Wassel, la famille Louhibi s'est installée dans cette maison avec l'aide du gouvernement. La mère élève ses 7 enfants, tandis que le mari s'occupe des dromadaires. Elle fabrique un peu d'artisanat pour les visiteurs de passage, mais conserve une grande nostalgie du désert. J'aime vivre dans le désert. Mon cœur est dans le désert. Mais il me faut vivre ici pour les enfants.
Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau, pas d'école, ni d'électricité. Mais dans le désert, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture. C'est vraiment bien. On vit avec les animaux, on se sent en sécurité. Dans le désert se cachent de nombreuses piscines naturelles que l'on appelle wadis. L'un des plus spectaculaires est celui de Wadi Bani Khalid, qui se rétrécit au fur et à mesure que l'on remonte vers la source. L'érosion a créé un décor étrange, associé à la clarté de l'eau. C'est un lieu unique pour venir se rafraîchir. Nous avons bifurqué vers le nord-est pour rejoindre la côte à Sour, le dernier port du golfe d'Oman, avant que le sultanat ne plonge dans la mer d'Arabie plus au sud. Au petit matin, les boutres rentrent de leur campagne de pêche. Certains sont sortis plus de 4 jours en mer. Les équipages viennent du Bangladesh, mais le propriétaire est omanais. La pêche est dérisoire au regard des efforts consentis. La pratique irraisonnée des navires-usines asiatiques a laminé tous les fonds. En quelques années, la situation s'est dramatiquement détériorée. Quelques beaux marlins font pourtant la fierté de l'équipage. À Sour, on se met à rêver sur les traces de Simbad, le marin légendaire. C'est ici qu'ont été construits les plus beaux boutres des pays du Golfe. Les chantiers navals tournent aujourd'hui au ralenti. Chez Juma Kassoun, on termine 2 bateaux pour une riche famille du Qatar. Après 1 an et demi de travail à l'ancienne, les planches sont calfatées à l'aide de poids et d'étoupes. Les charpentiers viennent du Kerala, dans le sud de l'Inde, de l'autre côté de la mer d'Arabie. Signe des temps, les coques en fibre, plus résistantes et moins chères, ont envahi le marché. Le long du golfe d'Oman, les plages s'étirent, désertes pour la plupart. On vient s'y rafraîchir tôt le matin ou en fin de journée. Inutile de préciser que la température de l'eau y est remarquable.
Un peu en retrait de la plage, à Al-Dabab, cette étonnante caverne aurait, d'après la légende, été percée par une météorite. Mais il est plus vraisemblable que l'érosion ait eu raison de cette grotte souterraine qui ravit les amateurs d'eau fraîche. Nous partons maintenant vers le nord du pays, à Musandam, l'extrême pointe de la péninsule arabique qui fait face au détroit d'Ormuz et à l'Iran. Cette succession de fjords était jusqu'à présent une zone militaire protégée, désormais ouverte au public. À Kassab, la plus grande ville de la région, la zone franche commerce activement avec les Iraniens, qui ont traversé les 50 km du détroit avec leurs puissants canots à moteur. Musandam se parcourt essentiellement par bateau. Il n'y a quasiment pas de route, et les boutres des pêcheurs croisent ceux de quelques visiteurs qui viennent profiter de ces paysages étonnants. Dans ces villages, comme celui de Kanaa, il n'y avait rien il y a encore peu. Le gouvernement les approvisionne désormais en eau et en électricité, et les enfants vont à l'école à Kassab en bateau. Ici aussi, les pêcheurs sont inquiets. Comme l'eau à proximité des côtes est trop chaude pour trouver du poisson, ils doivent sortir plus loin en mer, où ils se retrouvent en concurrence avec des navires-usines qui raclent les fonds. Nous basculons maintenant vers l'extrémité sud du pays, à plus de 1000 km de Musandam, dans le Dhofar, à la frontière du Yémen, face à l'Inde dont elle reçoit entre juin et août les quelques restes de la mousson. Ce qui en fait une région très particulière au climat tropical, appréciée par les visiteurs des pays du Golfe à la recherche d'un peu de fraîcheur l'été. Les côtes bordées de belles plages sont aussi une invitation à la promenade ou au bain. Mais ce qui a fait plus que tout la réputation de la région, c'est un arbre, le Boswellia sacra, qui permet de produire l'encens le plus rare et le plus précieux, le hougari. On le trouve en retrait des côtes ou en montagne. Les arbres qui poussent à l'état sauvage sont la propriété du gouvernement et sont regroupés par parcelles dont l'exploitation est cédée à des familles des environs. On entaille l'arbre afin d'en faire couler une résine blanche et collante. On la fera sécher une première fois sur l'arbre, puis dans des entrepôts pour obtenir des cristaux solides. Nous sommes dans le centre de Salalah. L'odeur caractéristique de cet encens unique envahit l'échoppe de Kassan, originaire du Yémen, un pays à l'expertise inégalée dans le commerce de ce produit d'exception. Ça, c'est de l'encens blanc. Il y a le beige aussi. Il y en a aussi un plus sombre. Il y a de l'encens Louban, qui est plus masculin. Le Louban possède des vertus thérapeutiques pour les voies respiratoires. Le blanc est plus pur et on peut le mâcher pour se soigner. Le plus sombre, on le fait brûler pour profiter de la fumée qu'il dégage et de son parfum. Le Louban, on l'utilise en général 1 heure avant l'appel à la prière, au coucher du soleil, parce qu'il chasse les problèmes et les mauvais esprits.
Le soir, dans des centres commerciaux rutilants, les familles viennent prendre le frais. On y croise tout ce qui fait l'originalité de cette région, très différente du reste du pays. D'anciens colons de Zanzibar, des marchands yéménites, des bédouins venus de la frontière avec l'Arabie saoudite. Mirbat est le port principal de la pointe sud du pays. Les bateaux rentrent d'une campagne de pêche de 3 jours. Comme dans le reste du pays, les marins viennent essentiellement du Bangladesh. Thon, bonite, il va falloir plusieurs heures pour vider les cales à main nue, avant que la chaleur soit trop forte. Le sultanat a bien structuré et aidé le développement de la pêche commerciale. Il est le 2e pays arabe derrière le Maroc en termes de volume. Mirbat est un village de pêcheurs comme beaucoup d'autres à Oman, avec ses grandes maisons dont la construction a été encouragée par le gouvernement. Les dromadaires restent un mode de transport important dans la région, même si les grandes caravanes ont laissé la place aux 4x4. Le commerce de l'encens a marqué la région par le passé. Dans la lagune de Khor Raouri, le roi Chabwa avait fondé le port et la cité de Soumouram au 1er siècle avant Jésus-Christ pour l'exporter. De cette lagune, aujourd'hui fermée par des bancs de sable, les boutres appareillaient les cales remplies du précieux chargement. Les Grecs, les Égyptiens, les Romains les utilisaient abondamment dans leurs cérémonies religieuses. Les marins indiens y venaient aussi les cales pleines de toiles de coton, de maïs, d'huile pour faire du troc et y passaient souvent l'hiver en attendant des vents favorables pour rentrer. Les fouilles ont mis en valeur l'existence d'un palais immense, avec escaliers et tours imposants où était stocké l'encens. Aujourd'hui, les oiseaux sauvages ont repris possession des lieux, où vivent plus de 186 espèces. Grâce à cette mousson providentielle venue d'Inde, les abords des montagnes et des champs autour des wadis sont verdoyants, en contraste total avec le reste du pays, presque entièrement privé de verdure. Le commerce des dromadaires est toujours florissant. Utilisé comme animal domestique, il est aussi recherché pour son lait et sa viande, sans oublier les courses dont de nombreux pays du Golfe sont friands. Une division des affaires chamelières a même été créée en 1989 pour préserver ce véritable patrimoine national. Les cours d'eau constituent des enclaves de verdure très appréciées par ceux qui viennent pique-niquer ou se promener, ravis de cette originalité régionale. C'est aussi un lieu de détente prisé des travailleurs étrangers. Les restaurants qui proposent du chameau se reconnaissent aux lamelles de viande qui sèchent au soleil. On le cuit au four à côté du mouton, où on le prépare en ragoût et en sauce. Dans le village voisin de Taka, un fort servait de résidence principale aux chers. Il date du 19e siècle, mais le plus original est qu'il a été construit avec un mélange de pierres locales, de calcaire et de corail.
En bas du fort, on ajuste son costume traditionnel et en particulier le turban que l'on revêt les jours de fête. C'est l'Aïd. Le village a organisé un spectacle de danse pour l'occasion. Le soleil décline, les tapis ont été étendus devant le fort. Les notables ont pris place autour des tapis. Les côtes luxuriantes du Dhofar ont parfois des allures de Kerala, avec leurs cocoteraies, palmeraies et plantations de bananes. La production de noix de coco approche les 7000 tonnes, dont 2000 sont exportées, le reste étant consommé localement. Bordé par les cocoteraies du bord de mer, le site de Al-Balid date de la dynastie des Moudjay au Xe siècle. Ils commerçaient avec la Chine, l'Inde, l'Afrique et l'Europe. D'anciennes chaloupes rappellent la longue route qu'empruntait l'encens descendu par caravane des hauts plateaux pour aboutir dans les cales des Boutres. Entamées dès 1952, les fouilles révélèrent en 1970 les vestiges d'une cité ancienne identifiée comme celle de Zafar, que visita Marco Polo en 1295. Nous revenons vers le centre de Salalah, où des jeunes femmes affinent leur décoration de henné. En cette période de l'Aïd, c'est un savoir-faire recherché. Aujourd'hui, la préparation utilisée est un mélange chimique de couleur noire que l'on trouve dans le commerce, et non plus le henné naturel issu d'un arbuste qui donnait des teintes rouges à orangées. Les femmes ici l'utilisent pendant les fêtes de l'Aïd, mais aussi pour des mariages ou des réceptions. Oui, c'est devenu un métier. Je dois m'adapter aussi. Certaines femmes recherchent des traits fins, d'autres de plus épais. Cela dépend de la nature de l'événement. Cet art délicat, proche de la calligraphie, exige talent, patience et expérience. Après application, la pâte va sécher pour laisser la place à une impression d'encre qui restera apparente pendant près de 3 semaines avant de disparaître. Ainsi s'achève notre voyage dans ce pays qui, bien qu'il appartienne à la péninsule arabique, échappe aux clichés des grandes étendues désertiques. La richesse de ses traditions, la diversité souvent luxuriante de ses paysages
et sa dimension maritime en font l'un des secrets les mieux gardés du Moyen-Orient. Et où que l'on se trouve, tout se termine toujours par un coucher de soleil.